Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Couloir Sacré. Couloir Sacré, c'est une émission de décryptage politique où nous allons évoquer des situations, des sujets qui riment dans la population, dans le commun de mortels. Ici, nous recevons dans cette émission Couloir Sacré. Ce soir, nous allons décrypter avec lui. Il s'appelle Monsieur Paris Diabanza, écrivain, homme politique. Monsieur Paris, bonsoir. Bonsoir Yana Komo. J'espère que tout va bien pour vous et bienvenue dans notre émission Couloir Sacré. Tout va bien. Merci beaucoup Yann et surtout que les léopards se sont qualifiés au niveau africain et il ne leur reste qu'une dernière étape intercontinentale pour être au mondial. Monsieur Paris, vous m'avez dévancé. D'entrons en jeu, exactement, j'allais vous poser cette question. Ce soir-là de la victoire des léopards, vous étiez où et comment est-ce que vous avez savouré cette victoire? Alors, les matchs de football, c'est comme une messe païenne. Nous, on aime le fêter ensemble avec des amis. On était dans un ganda chez Maman Ouiva. D'accord. Et j'imagine que vous étiez tous bien dans l'ivresse de la victoire ou encore de la victoire que les léopards ont emportée. Néanmoins, nous allons passer à l'essentiel de nos questions. La victoire des léopards, comment est-ce que la RDC a organisé l'accueil des léopards au stade de martyrs de la Pentecôte? Alors, on a vu des images et des témoignages. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'engouement. Le peuple était content de voir ces héros. Mais il y a des gens qui ont critiqué parce qu'ils ont dit, bon, ce n'est pas encore la qualification. Il reste encore une étape. Donc, à chaque étape, à chaque victoire, on va fêter et dépenser de l'argent. Bon, je pense que le peuple a quand même besoin de voir ses héros. Exactement. Mais d'autres disent que certainement c'est une récupération politique parce que l'argent du public qui a été dépensé, et pourtant, ils savent que si le léopard sera qualifié pour la Coupe du Monde, il y aura encore une autre fête. Une fête de trop? Il n'y a jamais de fête de trop. Il n'y a jamais de fête de trop parce que on a beaucoup de malheurs dans notre pays. Beaucoup de malheurs. De temps en temps, ça fait du baume au cœur de pouvoir se retrouver et célébrer la victoire parce que la victoire appelle la victoire. Exactement. Merci. Nous vous souhaitons bonne chance pour les léopards de la RDC. Pour eux, déjà, nous tous, nous sommes bien convaincus et bien contents qu'ils participent à la prochaine Coupe du Monde. Merci. Et qu'est-ce que vous en dites, les accords de principe de Doha qu'il y a eu entre le AFC M23 et le gouvernement congolais à Doha, au Qatar? Alors, les accords de principe, tous les acteurs soulignent ces faits, même les médiateurs qataris aussi l'a dit. En fait, ce ne sont pas encore les accords de paix. C'est une étape, c'est le commencement, le début d'un processus qui doit aboutir à la signature des accords de paix. Bon, maintenant, ce qu'on remarque, pendant qu'il y a cette démarche diplomatique, la guerre se poursuit. Donc, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça trame pour recouvrir vraiment la paix dans l'Est de la RDC. Et pourtant, les populations en demandent. Qu'est-ce qui empêche de tout ça là? Pour le bien de la population, il faut trouver un bien accord ou encore l'accord de paix. Vous savez, la situation à l'Est de notre pays, elle n'est pas complexe comme beaucoup de gens la décrivent. Parce que avant l'agression rwando-ougandaise de 1996, il n'y a jamais eu de groupe armé comme aujourd'hui à l'Est. Donc il est clair que l'insécurité à l'Est du Congo est alimentée par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, si ces pays-là cessent d'alimenter le groupe armé, il y aura la paix au Congo. Mais le AFC M23, ce n'est pas le Rwanda. C'est une rébellion bien pour les Congolais qui se sont rebellés, qui révèlent même de leurs droits, soi-disant.
Je veux faire appel à un adage en lingala qui dit Nanda kwa zoba bakotaka mbalami balete. Moi, j'ai été coordonnateur. Nanda kwa zoba bakotaka mbalami balete. Dans la case du sceau, on n'entre pas deux fois. Hein? Moi, j'ai été coordonnateur de la CODESAD, qui était la première plateforme politique qui a soutenu l'aventure de l'AFDEL au Congo. Nous voulons que Mobutu quitte le pouvoir parce qu'il a fait 32 ans, tout ce que vous voulez. Mais quand nos frères, on pensait que c'était nos frères rwandais sont venus avec nous, nous aider à nous débarrasser de Mobutu. Après, ces fameux libérateurs se sont transformés en colons, détourner les biens, ramener dans leur pays, commencer à fouetter les gens sur le ventre, les Rwandais qui ont aidé l'ancien président Mouzé Kabila. Voilà. Son âme. Donc, en fait, ce sont des leçons de l'histoire. En Afrique, la Tanzanie avait aidé les Ougandais à se débarrasser d'Idi Amin Dada à l'époque. Et les Tanzaniens ne sont pas restés en Ouganda. Nous, on pensait que dans un élan panafricaniste, les Rwandais, les Ougandais, et à la fin, l'Angola aussi a participé au niveau de Kenge, nous ont aidés pour nous débarrasser d'un dictateur. Mais après, les fameux libérateurs sont restés, les Angolais sont rentrés, les Ougandais sont rentrés, les Rwandais sont restés. Ils ont... Là, vous dites, ce sont les années 97-98. 97-98. Et à chaque saison, le Rwanda génère une autre rébellion factice pour... En réalité, ce sont les soldats rwandais qui mènent le combat au front. Et quand ils libèrent les cités, ils emmènent des supplétifs congolais qui viennent pour congoliser l'invasion. Mais on dirait que toute rébellion a toujours eu l'appui de l'extérieur. Sinon pas, il y aura des rébellions qui ne devaient pas avancer ou aboutir. Après, il y a des revendications. Ce sont des Congolais qui se retrouvent sur la même table. D'autres demandent même le dialogue exclusif national. Pourquoi pas? Pour le besoin de la population. Pour qu'elle recouvre la paix. Ça fait 30 ans qu'il y a des conflits et des guerres dans cette zone-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un dialogue rwando-rwandais? Kagame, qui se plaint de la présence des FDLR, pourquoi n'organise-t-il pas un dialogue avec les FDLR? De telle manière, ils peuvent régler leurs différends de cette manière. Donc, au gouvernement congolais, on impose des méthodes, des schémas que le Rwanda ne respecte pas. Est-ce que le régime de Paul Kagame, qui a été élu à plus de 99%, est un régime démocratique? Il peut aussi faire un dialogue pour démocratiser son pays. La vérité est, moi j'ai été coordonnateur de la CODESAD, à l'époque qui est la coordination des organisations démocratiques zaïroises de la diaspora, avec nos aînés. Beaucoup sont sous terre. Les Jean-Baptiste Moulemba, les Valérien Milingo, les Papa Kalalo, les maîtres Mouanakousou. C'était sur le compte de Musée, pour le soutien à Musée. Pour le soutien à Musée. Parce que nos aînés avaient combattu avec Musée et ils étaient assurés que c'était un patriote, on pouvait lui faire confiance. Et Musée, effectivement, à la fin, il a renvoyé les Rwandais et on a eu la deuxième guerre d'agression. De saison à saison, il y a des guerres et au lieu d'aller dans la stratégie des accords de paix, il faut s'interroger sur les véritables buts de guerre des agresseurs. Non, mais là, vous dites c'est un problème. Vous accusez quasiment le Rwanda. Je sais que le gouvernement congolais a toujours dit que le Rwanda est derrière cette rébellion. Néanmoins, il y a les têtes qui sont en négociation au Qatar. Il n'y a aucun Rwandais. Ce sont que des Congolais. Ce sont des marionnettes. Ce sont des porte-flingues. Ce sont des porte-flingues de Paul Kagame. Parce que, comme par la route du Rwanda, c'est Kagame qui est devenu le faiseur des rois en RDC, c'est Kagame qui est devenu la noblisseur, c'est lui qui permet aux hommes politiques obscurs ou, sans ancrage populaire, Kagame leur permet par les biais des négociations d'entrer par la grande porte. Et pourtant, le coordonnateur du AFC M23 là, ne cesse de le dire que ils ne sont pas soutenus par les Rwandais, ils ne sont pas Rwandais, ils sont Congolais. C'est un problème qui régit de Congolais.
Mais pourquoi toujours récuser ou encore accuser le Rwanda et pourtant que la solution peut être nationale? Est-ce qu'on peut en faire confiance à un parjure? Le monsieur dont vous parlez, Corneille Nangaa, il était président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et il avait prononcé un faux verdict en Oui. conscience. D'où il a présenté ses excuses. Ça ne suffit pas. C'était une erreur de leur part. Nous ne sommes pas à l'église. Nous ne sommes pas à l'église et c'est trop facile. Vous savez, le problème de notre pays, c'est qu'on banalise les choses. Tu comprends? En RDC. Donc vous êtes bien content que c'était une fausse victoire de la part de Félix Antoine Tshisekedi. Le premier mandat, c'était un vol. Et plus qu'un vol. Parce qu'il faut comprendre une chose. Vous dépensez 1 milliard de dollars pour des élections, des simulacres. Mais à la fin, vous décidez de nommer quelqu'un qui n'a pas été élu. Si je veux être vulgaire, ils ont chié, Nangaa et Joseph Kabé, ils ont chié, ils ont déféqué sur les votes des Congolais. Un peu de retenue pour le langage. Hein? Non, il y a des... Bon, je m'excuse, mais il y a des situations. Hein, vous rassemblez les bulletins de vote, Kabila, il baisse son pantalon, avec Nangaa, ils ont déféqué sur les votes des Congolais. C'est un mépris total. Quand un individu pose cet acte de mépris, il n'est plus éligible à aucune magistrature quelconque dans ce pays-là. Vous le récusez la victoire de Félix Antoine Tshisekedi au premier mandat? Au premier mandat, Félix Tshisekedi, s'il avait été... Nous sommes des Africains qui sommes élevés dans l'idéal qu'on appelle la Mahat. La Mahat, c'est le principe de vérité et de justice. Si nos ancêtres ont construit des grandes civilisations comme la civilisation négro-pharaonique, comme les grands royaumes Congo, les royaumes mandingues et d'autres royaumes africains, ils ont construit ces grands royaumes parce qu'ils marchaient selon les principes de la Mahat, les principes de vérité et de justice. Félix Tshisekedi n'aurait pas dû accepter ce deal à l'africaine, comme disent les Français, il n'aurait pas dû accepter. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Maintenant, pour le deuxième mandat, malgré les irrégularités, je pense qu'il a été élu. Cependant, on ne va pas refonder la route. Nous parlerons plutôt de la gestion politique, le gouvernement. Et plutôt, nous allons pointer notre doigt sur le ministère des Transports. Parce que récemment, nous venons d'assister à un crash. Nous dirons que, et ce n'est pas pour la première fois dans les dernières années, où la RDC, où Félix Antoine Tshisekedi est à la tête de la RDC, il y a eu pas mal de crashs déjà. Nous dirons qu'il y a eu des cercueils volants en RDC. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il y a des cercueils volants en RDC, d'autant plus que, on n'a plus de compagnies nationales aériennes. La plupart des compagnies qui opèrent au Congo actuellement sont des compagnies étrangères. Il y a eu un accord avec Rwanda Air il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était en 2019. Il y a un moment où Rwanda Air circulait à l'intérieur de notre pays. Hein, un petit pays comme le Rwanda avait une compagnie aérienne et ses avions sillonnaient nos villes. Je vais vous expliquer quelle était la véritable intention de Paul Kagame. Ne revenez pas seulement sur Paul Kagame. Nous parlerons ici du ministère des Transports. On va y arriver. Est-ce qu'il y a des cercueils volants sur le territoire national, on va y arriver. Le ciel congolais? Le problème est que c'est toi qui as évoqué Rwanda Air. Et je dois profiter de cette évocation pour dire quelle était la véritable intention de Paul Kagame. Quand Paul Kagame crée Rwanda Air, mais c'est un avantage incomparable pour son petit pays, n'est-ce pas? Donc, il a la possibilité de desservir toutes les grandes villes de la RDC. Mais quand on te donne, c'est un cadeau, ce cadeau commercial, l'année d'après, tu fais la guerre contre les gens qui t'ont fait ces cadeaux-là. Moi, je vais vous expliquer. Le but de Paul Kagame avec Rwanda Air, c'était tout simplement de permettre à ces pilotes, la plupart des pilotes de Rwanda sont des pilotes militaires. C'était pour leur permettre de bien connaître les pistes des grandes villes congolaises
dans l'optique d'une attaque généralisée. Vous ne prenez pas seulement ce volet. Il faut se dire que aussi ça a aidé la population congolaise à se mouvoir. Ne restons pas seulement pour les avions, mais récemment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu à inaugurer le train qui fait Matadi-Kinshasa. Et la suite. Alors, le train là, il paraît qu'il est climatisé, il paraît qu'il est confortable, mais nous, il y a un bon confort parce qu'on a vu dans les images sur les réseaux sociaux, et les images circulaires, on voit qu'il y a quand même le confort qui répond aux dynamiques du maintenant quand même. Alors, nous, effectivement, nous avons beaucoup vécu à l'étranger, on a beaucoup voyagé. Ce train-là nous laisse un peu sur notre faim. Ça, c'est clair, parce qu'on a vu les designs, on a vu la marque. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un train moderne. Mais il faut commencer quelque part. Le chemin des milieux a commencé par un pas. On préfère la réhabilitation du rail, même si ça doit être bien sécurisé. Et il faut que le Parlement aussi puisse auditer ce projet, auditer sa réalisation, parce qu'il y a un train qui a fait 18 heures pour parcourir 365 km. Qui devait être parcouru en 2h30 ou 3 Non, pas 2 heures. Bon, dans les standards international. Oui, dans les standards internationaux, en 365 km, effectivement, c'est 2 heures, 3 heures au maximum. Mais dans le standard de ce train-là, au moins dans les 6 heures à 8 heures à tout casser. C'est l'équivalent des TOR ici, ce n'est même pas... En tout cas, c'est un train qui nous laisse sur notre faim. Il faut que le Parlement puisse auditer sur cette affaire. Donc pour vous, le vrai problème n'est pas seulement qu'il y a l'appareil, mais c'est plutôt il faut aménager les voies, les rails qui sont défectueux, vous allez dire. En fait, la problématique des transports, je préfère parler de la problématique des transports que des simples incidents. Si on parle des simples incidents, on va passer à côté de quelque chose. La problématique des transports, la RDC, c'est un pays continent qui fait 4 fois la France. Je parle des autoroutes en fait, et des routes asphaltées. La France... Les routes bitumées. Voilà, bitumées. La France a moins de... doit entrer 4 fois en RDC, mais la France a plus d'1 million de kilomètres de routes bitumées asphaltées. Aucune comparaison de la France et la RDC. Mais la France est un pays développé. Kimbangu a dit Mundela wakoma Moyindo wakoma Mundele. Nous qui sommes dans la vision Kimbango, lumumbiste, nous avons la détermination de hisser notre pays au plus haut niveau et nous en sommes capables. Alors, par rapport à ça, de projets où on fait des routes de 2, 3, 4 km, on vient inaugurer, ce n'est pas ce genre de projets. Mais je vais vous dire, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à amorcer son développement? C'est un problème de ce que moi j'appelle une forme de minorat conceptuel. Donc les Africains, particulièrement les élites de mon pays, sont restés des élèves. Ils pensent que la solution de nos problèmes doit provenir de l'étranger. On doit vous prêter de l'argent, on doit vous apporter l'expertise, les machines et tout le reste. Ça, c'est un paradigme qui n'a produit que l'échec et la stagnation. Vous pensez que c'est ça la cause qu'il y a de tout ce qui se passe pour le train, les avions et sur la voie navigable aussi. Mais tout justement, parce que sur la voie navigable, je vais venir, c'est un autre thème, mais c'est la même logique. Parce que la logique, c'est dans le registre du transport, voilà. Sous tutelle du ministère du Transport, tout à fait. Qui est Jean-Pierre Bemba. Voilà. Au Congo, les gens répètent, pour faire 1 kilomètre de route, il faut $1 million. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et en même temps ministre des Transports, l'a dit lors de son passage à Topongo. Et il a encore dit qu'il faut aussi $1 million pour faire 1 kilomètre de rail. Donc, nous, au niveau de la RDC, il nous faut au moins 20 km de rail rapidement. Donc, vous multipliez, ça fera combien?
Quand j'ai dit il nous faut 20 000 km de rails rapidement, ça fera combien fois 1 million? Au niveau route, si tu prends 1 million de kilomètres comme en France. De vous, quelles seront les routes prioritaires pour désengorger ou encore désenclaver l'intérieur du pays? Parce on peut dire qu'il y a 1000 km, 2000 km pour arriver à Lubumbashi. Il faut aller que par avion. Il n'y a pas d'autre moyen. On doit avoir un rail Kinshasa-Lubumbashi. En fait, tous les pays doivent être interconnectés par rail et par route. En même temps, il faut draguer les rivières, baliser le fleuve Congo et les grandes rivières de telle manière qu'on puisse circuler. Mais maintenant, quand j'insiste sur la nécessité de financer le développement soi-même, parce que la monnaie, c'est un bien vide. C'est un bien vide et qui s'est rempli par le travail. La chose importante, quand on fait un raisonnement, au lieu de raisonner où je vais trouver les dollars ou les euros, il faut raisonner où sont les hommes. Or, la RDC dispose d'une manne démographique. Qu'est-ce que vous faites de cette manne démographique? Le raisonnement est biaisé. Plus de 100 millions d'habitants. Tu vois ça? Et la ville Kinshasa aujourd'hui, on parlerait de 17 millions d'habitants dans Kinshasa, dans les 24 communes. Voilà. Donc, et notre jeunesse est là, oisive. Il faut raisonner. Quand on a un projet, il faut raisonner. J'ai besoin de combien d'hommes? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme qualification? Comment je les forme rapidement? Ensuite, comment je peux financer cette action avec la monnaie locale? Là, on parle bien sûr sur les transports publics. On est sur les transports, mais parce que je dis... Et les trains, pour vous pensez qu'il faut former les jeunes Congolais qui seront capables d'aménager ou encore de dépanner s'il y a des pannes sur la voie terrestre? Pour les trains, nous pouvons déjà poser les rails nous-mêmes sans expertise étrangère. On peut poser les rails. La matière pour poser les rails, ça doit sortir du pays. On nous raconte des histoires que le Congo a très peu de fer, mais c'est faux. On n'a pas mené nos propres prospections nous-mêmes. Maintenant, si on peut acheter dans un premier temps quelques locomotives, mais les wagons, ça peut être fabriqué. Les moteurs, les locomotives, peut-être on pourra acheter. Donc le vrai problème pour vous, ce n'est pas avoir des wagons, ce n'est pas avoir des trains ou des locomotives, mais c'est plutôt il faut avoir des rails qui sont bien et solides, qui tiennent la route. C'est la base. La route de Kinshasa à Matadi, ça a été construite en quelle année? À l'époque coloniale. Oui, on parlera de 1935. Et c'est une route, quand elle démarre entre Kinshasa et la première grande ville du Congo central, Kasanguru, oui. Elle est sinueuse. On peut faire des autoroutes vraiment droites et, comment on dit, en posant des ponts pour enjamber les vallées qui sont là. Voilà. Donc, en termes de défis pour le Congo, au niveau transport, ce n'est même pas une critique par rapport au ministre qui est là. Parce que c'était un raisonnement acquis par toute la classe politique. Quels que soient les régimes, les gens pensent qu'il faut aller chercher l'argent chez les autres pour venir développer. Il faut aller chercher l'expertise des autres. Il faut sortir de ces paradigmes. Le rôle de l'autorité, c'est aussi aménager, arranger, proposer. Est-ce que ça se fait? Il faut aménager avec le génie Congo, le génie des Congomani qui existent. Mais il y a... Depuis 2-3 ans, il faut des concours des inventeurs. Mais à la fin du concours, qu'est-ce qui se passe? Il faut une suite. Si une invention a été plébiscitée, il faut ensuite créer des ateliers où on va fabriquer des prototypes. Ensuite, des ateliers où on va tester la viabilité de ces créations, de ces inventions. Après, si ça marche, eh bien, on fait des usines et des manufactures comme ça, on lance en série. Au Congo, aujourd'hui, il y a des milliers d'inventeurs, mais ils se débattent là, ils n'ont pas de moyens. Il faut miser sur l'inventivité du pays. Gouverner, c'est prévenir. On parle là des trains, mais néanmoins, on sait également que les mamans qui partent à Kisangani ont des difficultés aussi sur la voie navigable.
pas plus tard qu'hier. Kisangani, Bwende, dans l'Équateur, ainsi de suite. Il y a plusieurs grandes villes qui sont de l'autre côté de la capitale, mais qui demandent qu'il y a une seule voie, qui est la voie navigable, mais qui quasiment aussi n'est pas fiable. En fait, le transport fluvial en RDC, c'est un scandale, c'est une honte. C'est une honte en dehors des gens, des privilégiés qui ont le moyen de voyager. Oui. En dehors des gens qui ont la possibilité de voyager dans des navires comme l'ITB Kokolo, hein, les navires réhabilités par l'ONATRA, de bon standing, nos compatriotes voyagent dans des conditions infrahumaines, inacceptables, inimaginables. Vous allez voir des fois dans un groupe de baleinières où il faut prendre peut-être 500 personnes, ils vont mettre 1000 personnes au port de Kinshasa et quand ils remontent à Maluku, il y a 500 encore qui montent. Donc les bateaux partent surchargés et il y a des naufrages. Il y a des naufrages, d'autant plus que le fleuve n'est pas régulièrement balisé. Vous voyez. Donc, au 3e millénaire, c'est inacceptable. Il y a beaucoup de naufrages. À chaque fois, on parle de 100, 150, 200 personnes disparues, décédées. C'est inacceptable. Le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, lui, son idée est d'interdire la circulation des bateaux qui ne sont pas en coque métallique. Ce n'est pas faux. Si ça arrive que ça cause préjudice à la population, le pouvoir public est là également pour protéger la population. Non, je pense que c'est une mauvaise gouvernance. Chez nous, les gens gouvernent comme à l'époque coloniale. On considère la population, comme ils ont vu le colon faire avec nous. Ah, tu as construit ta maison dans un endroit qui n'est pas habilité. C'est pour l'État, on vient, on détruit. Hein? C'est brutal, même si, bon, ces gens-là avaient tort de construire. Mais si c'est l'État qui a encadré la transaction, ces gens-là devaient être remboursés. C'est pour dire que c'est la méthode, la manière de traiter. L'État ne doit pas être un État punitif. C'est un État parent. Hein? Ici, on parle de l'État-providence. Hein? Ouais, mais voilà. Également, il faut prévenir l'État. La Oui. gestion de la chose publique, c'est prévenir également. Pour moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont construit des bateaux. Hein? Des amis qui sont partis de l'Europe, ils ont construit des bateaux pour aider. Tu sais ce qui a tué? Et c'est des bateaux en bois construits par des Congolais. C'est un avantage. On a Chani Metal aussi à Kinshasa qui peut faire des coques métalliques. Ça, c'est vrai. Mais les bateaux en bois, le problème, c'est quoi? Il faut que ça soit en réhabilité, à période régulière. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous construisez votre bateau au Congo, vous le mettez sur le fleuve. Les gens montent avec les marchandises. Il y a d'abord, le premier écueil, c'est le prix du carburant. Le prix du carburant est tellement cher que tu peux mettre 30 à 40 000 dollars rien que pour les carburants. Alors, quand tu arrives à Maluku, tous les services de l'État disent c'est la frontière, ils vont commencer à prélever les taxes. À l'époque, j'avais compté, il y avait au moins 29 taxes. L'État vit aussi des taxes, sinon pas, le pouvoir public n'aura pas les moyens. Mais en fait, quand quelqu'un se lance dans les affaires, on peut lui laisser même 6 mois qu'il respire un peu, tu comprends? Parce que toi, tu investis pour construire les bateaux, tu as payé les ingénieurs qui ont fabriqué les bateaux. Maintenant, tu équipes ça, tu mets les panneaux solaires pour avoir l'électricité, tu mets les sonars pour pouvoir sonder la profondeur du fleuve, voir les obstacles. Mais tu n'as pas commencé à gagner de l'argent, l'État te réclame déjà des taxes. Ça, ce n'est pas aider le développement. Il faut voir avec le ministère de l'économie et des finances. En fait, il faut une vision où on ne considère pas les citoyens comme incolonisés. Les citoyens, c'est un citoyen, c'est un égal à celui qui est c'était un égal en démocratie. Donc, si on commençait par alléger les charges, les gens qui fabriquent les bateaux en bois pouvaient les réhabiliter en temps voulu. Mais à cause de l'excès des charges, les gens sont obligés de surcharger en marchandises, en population,
en voyageurs, à la fin, Mais quelles sont vos propositions, vous qui avez un regard politique de l'extérieur et de l'intérieur du pays? Vous avez également été dans les cabinets politiques, dans les cabinets ministériels. Vous étiez conseiller, vous étiez coordonnateur dans plusieurs. Vous aurez certainement également des propositions à faire à l'État. on a des propositions à faire et on ne manque pas de les faire à l'occasion, hein. J'insiste sur un point, le développement doit partir de notre ventre, doit partir de nos cœurs et de nos têtes, hein. C'est-à-dire miser sur le génie des Congomani, miser sur les main-d'œuvre. Nous avons, quand j'ai présenté mon livre sur l'Angola en 2022, Angola Trésor immortel, j'ai fait une émission avec ton collègue Lilo Miango, émission L'Europe parle au Congolais. J'ai dit ceci, on peut construire 10 km de route en une journée en appliquant les mathématiques de nos ancêtres, les mathématiques d'Angola. C'est techniquement possible. Vous voyez? Donc, pour construire les routes, même les Congolais qui savent fabriquer des bateaux en bois, il faut les encourager. On a des grandes rivières où ces bateaux-là peuvent sillonner. On a, un bassin fluvial immense qui peut nous permettre déjà d'avoir cette circulation en attendant qu'on puisse construire nos routes et nos rails. En attendant que le transport public va trouver des solutions pour aider les Congolais de mieux se mouvoir sur le voie terrestre, de voie navigale et dans les ciels congolais. Au moins, bonne nouvelle pour les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, qui célèbrent ce dernier temps le changement du taux du dollar qui est quasiment à la baisse, qui fronte avec le franc congolais. Donc le franc congolais essaie de retrouver sa valeur d'antan. En tout cas, quand vous étiez avec Mouzé. En tout cas, ce qui se passe actuellement est une bonne nouvelle, hein. Donc, on a l'habitude, en notre position, nous sommes comme des vigies, hein, des vigies de la nation. Nous faisons la vigie patriotique. Quand les choses ne marchent pas, nous écrivons, nous les disons. Et quand il y a aussi une avancée, il faut saluer. Alors, on peut faire une rétrospective sur à peu près 10 ans. En 2015, c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir. Le dollar s'échange pour $1, il fallait à peu près 9000 francs congolais. Et puis, on avance un peu, on arrive en 2016, en 2017, année préélectorale, et il y a beaucoup d'argent en sortie sans contrepartie, c'est-à-dire pour financer la propagande de Kabila, acheter les consciences et tout ça. La conséquence est que le dollar va passer de 9 quasiment à 14. Et pratiquement... Ça ne cesse de grimper jusqu'à... Voilà, à atteindre 16. Ouais. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, je pense que le dollar est à peu près à 18-19. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça reste stable un moment. En 2020, en décembre 2020, quand il décide de casser son alliance avec Cash, oui, il doit acheter les députés qui sont du côté de Joseph Kabila. Et là, il y a beaucoup d'argent qui sort aussi et les francs congolais vont se déprécier et passer c'est ça qui a causé la chute, qui a causé que le dollar peut se monter en hauteur jusqu'à niveau à 26. En tout cas, dans les années 2020 et 2021. Le dollar progresse. C'est ça le vrai problème, c'est ça vous pensez? Le franc s'est déprécié, mais pas de façon brutale. C'était souvent d'un point. C'était progressif. Mais quand tu vois qu'il y a une chute de 4 à 5%, généralement, il y a une masse d'argent, une masse de francs congolais importante qui a été injectée dans le circuit sans la contrepartie du travail. Parce que l'argent est un bien vide qui se remplit par le travail. À chaque fois qu'on sort de l'argent, il faut qu'il y ait une contrepartie en travail, sinon ça crée de l'inflation. Alors là, depuis le mois d'août de cette année, le gouvernement congolais a injecté 50 millions de dollars dans les circuits des banques commerciales pour faciliter les jeux d'échange.
cette mesure qui a consisté à mettre des dollars en abondance a permis au franc de s'apprécier. Oui. Et le franc qui était à 28, donc 2800 francs pour $1, $1. le franc a baissé jusqu'à... le taux d'aujourd'hui était à 21, 21 000, en 2100 et quelques, tu vois. Et il y a des spéculateurs qui ont agi et les francs étaient même tombés jusqu'à 18, 19. Ça signifie que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la montée inexorable du dollar donnait l'impression d'un pays qui n'est pas gouverné, d'un pays dont les gouvernements ne tiennent pas la manette. Avec cette mesure qui n'est pas la seule, il y a aussi le prix du carburant qui a baissé. Mais je tenais un point. Aujourd'hui, le dollar est à la baisse face au franc congolais. Oui. Le pouvoir public s'en réjouit, ça lui va bien, mais le panneau de la ménagère, ça semble ne pas changer. Alors, encore très en difficulté. On ne peut pas dire ça. En réalité, la très grande majorité des Congolais, ils font leurs transactions et ils gagnent leurs revenus en francs congolais. La très grande majorité de notre peuple. Les gens qui sont pénalisés, parce que, qu'est-ce qui se passe? Le franc a été apprécié. Hein? Aujourd'hui, c'est très différent avec le dollar et ça avance très bien. Et nous parlerons bien sûr aussi, parce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux, on a suivi à travers nos confrères, on comprend qu'il semble, la population, surtout celle de Kinshasa, ne voit pas le panier de la ménagère changer. D'autres disent même Bilok et Kitite, dollar et Kitite, mais Bilok et Zakara et Romata. Parce qu'effectivement, Bilok et Kitite. C'est là que, comment dire, j'allais développer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour les gens qui ont leur revenu en francs, notre population, la situation n'a pas changé. Hein? Donc, le franc est apprécié, mais les prix n'ont pas bougé. Oui. Pour eux, il n'y a pas de différence. Mais maintenant, pour ceux que je peux appeler les privilégiés, les gens qui sont payés en dollars, oui, ceux du secteur minier, ceux qui travaillent dans les entreprises étrangères, 90% d'entreprises étrangères payent en dollars. Ceux qui sont des cadres privilégiés qui négocient leur salaire en dollars. Donc c'est une petite minorité qui est pénalisée, tu vois. Mais quand aussi les francs s'est déprécié, ils ont profité pendant longtemps. Tu vois. Mais maintenant, il y a quand même un certain nombre de mesures. Le gouvernement est dans une logique libérale. Mais cette mesure, de votre point de vue, et vous pensez que cette mesure, elle est salutaire pour les Congolais? La baisse du dollar, ainsi de suite. Elle est salutaire parce que il faut quand même... Ce qui est important au niveau de la monnaie, ce n'est pas forcément sa force ou sa faiblesse, mais sa stabilité. Oui. Voilà. Alors, quand la vraie différence entre le franc congolais et le franc CFA, c'en est là. Hein. Ça, c'est un autre débat qu'on ouvrira un autre jour. Exactement. Parce que nous, on a l'avantage au moins vous avez une monnaie locale. Cette liberté monétaire. Oui. Donc, quand la monnaie, dans la situation où nous sommes, l'État congolais est dans une logique libérale. C'est-à-dire, il ne veut pas imposer des prix aux commerçants. Hein, parce qu'on peut dire interdiction de monter les prix, on envoie des inspecteurs, mais l'économie ne marche pas toujours bien avec des injonctions. Hein. On essaie de laisser le marché se réguler. Et si on laisse aussi chacun mettre ce prix à sa manière, ce n'est pas aussi l'État. En fait, les commerçants sont de mauvaise foi, mais les commerçants ne sont pas, des philanthropes. Ce ne sont pas des mécènes. Ne dites pas que les commerçants sont de mauvaise foi. Si. Le commerçant, il fait pour vendre et pour avoir le bénéfice. C'est connu. Oui. C'est simple. Oui. À partir du moment où le franc congolais s'apprécie, au niveau du prix de revient,
le commerçant a une marge supplémentaire. Vous les condamnez, les commerçants? Je ne les condamne pas, mais je souligne qu'ils sont de mauvaise foi. Pourquoi? Moi, j'ai vu souvent à Kinshasa, quand le dollar comment dire, monté par rapport au franc, chaque jour, quand vous passez, ils changent le prix de leurs articles. Ils changent. Mais maintenant, ils changent Dans ce automatiquement. contexte, ce n'est pas le commerçant. Dans ce contexte, c'est l'État qui doit mettre des mesures, qui doit accompagner. Ce n'est pas le commerçant. Le commerçant, il met son prix qu'il veut par rapport à ce qu'il a acheté pour générer son bénéfice. Mais l'État doit contrôler, doit savoir Tu sais, Yann, ce que consomme sa population. je vais revenir toujours Je reviens à la politique politicienne, la mauvaise. Tu sais pourquoi? Quand il y a eu les accords de Sun City de 2002, on a imposé au gouvernement congolais d'entrer dans une forme d'économie ultra-libérale. On nous a imposé un code minier vraiment ultra-libéral, avec très peu d'avantages. Joseph Kabila l'avait même modifié en 2016. Oui. Voilà. Qui est l'une des décisions salutaires aussi qui a laissé au Congo. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est même pour ça qu'on lui a cherché des pouces sur la tête. Parce qu'il a touché à certains intérêts. Je reviens à l'histoire de Sun City. Donc, on vous envoie une guerre, d'accord, qui vient de l'extérieur. Vous êtes faible, vous n'arrivez pas à faire face. À la fin, on vous impose une voie rigide, mais qui est contre l'épanouissement et les bien-être de votre peuple. C'est-à-dire, code minier ultra-libéral, et on a obligé le gouvernement congolais à privatiser toutes les entreprises du portefeuille. Bon, ça s'est fait à la congolaise. Moi, j'ai fait la communication de la société SNEL, la société d'électricité. Bon, c'est toujours l'État qui nomme tout ça. Pour dire quoi? Pour dire que l'État congolais, en suivant les canevas, ils appellent ça les DSCRP, documents stratégiques pour la croissance, DCRP, documents stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ce sont des canevas. En fait, les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale ont changé de nom. On est resté dans cette rigueur-là. C'est-à-dire, nous n'avons pas la liberté de manœuvre sur le plan budgétaire et même sur le plan économique, on voit d'un très mauvais œil toute intrusion de l'État dans l'économie du pays. Tu comprends? Alors maintenant, je voulais rester un peu sur ce point-là du front parce que le débat est vif. Nous n'allons pas éterniser parce que sur le plan économique, ça prend tout de même pas mal de temps. Mais ce n'est pas grave, je vous laisse pas mal de temps, vous pouvez avancer. Vous pouvez développer. Alors, voilà. J'ai lu une note, parce que moi je ne suis pas économiste de formation, et donc il faut lire, il faut, comment on dit, prendre le temps de prendre la vie. Prendre connaissance aux professionnels du domaine. Voilà, de certains amis. Je salue mon ami Pascal Mukendi, qui m'a briefé un peu sur... Lui, il travaille dans les sociétés de pétrole au pays. On est étudiants ensemble, mais c'est vraiment spécialiste et interface du gouvernement. Il connaît ces questions. Alors, il m'a donné un certain nombre de points de vue. Et j'ai lu la note d'un certain Alain Tenda. C'est un jeune doctorant congolais. Lui, il explique. Il dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de rigidité à la baisse des prix des marchandises de la part des commerçants. Il y a des théories économiques qui expliquent cette rigidité. Il y a deux causes qui expliquent ces phénomènes. La première cause, il appelle ça une forme de transmission asymétrique. Donc, quand le dollar est fort et que le franc est faible, les commerçants en profitent, mais enfin, les commerçants, pour ne pas perdre, ils réajustent automatiquement le prix. Exactement. Au taux du jour. Maintenant, pourtant, ils n'ont pas acheté à ce prix-là. Voilà. Maintenant, quand le franc est fort, les commerçants croisent les bras et ne répercutent pas. Il s'agit d'une transmission asymétrique. La deuxième cause, c'est un terme un peu comment dire, un peu ésotérique, mais c'est intéressant pour notre gouverne. Il parle d'hystérèse. Donc, il y a une forme d'hystérèse des prix. Hystérique.
c'est ça? En tout cas, c'est question de mémoire, parce que l'étymologie des hystériques, ça vient comment on dit, du grec, c'est l'utérus, tu vois. C'est des théories freudiennes sur un certain nombre de choses. Mais en fait, l'hystérèse, c'est la mémoire. La mémoire, il dit que les commerçants ont subi tellement de chocs. Ils ont subi tellement de chocs qu'ils ont gardé la mémoire de ces chocs-là, c'est-à-dire des fluctuations brutales. C'est pour se prémunir de ces fluctuations qu'ils préfèrent rester prudents et ne pas revoir les prix à la baisse. Mais je pense qu'il s'agit là d'une attitude d'avarice et de cupidité. Il me semble pour la question du dollar, si la mémoire est bonne, je me souviens bien, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'avait annoncé avant qu'il soit emprisonné, la hausse et la baisse du dollar, parce qu'il était plus sur les questions économiques. Même quand il est sorti de la prison, il est devenu vice-président, vice-premier ministre chargé de l'économie. Aujourd'hui, il a repris les cours. Professeur, un modèle Vital Kamerhe? Alors, Vital Kamerhe est un modèle. Un modèle politique pour les jeunes Congolais. Un modèle politique, non. Mais sa démarche, j'apprécie. J'apprécie ce partage-là de connaissances. J'apprécie ce partage de connaissances et d'expériences. Je pense que c'est une bonne attitude. Mais comme homme politique, vous savez, moi, je tiens beaucoup au principe. Je tiens beaucoup au principe. Pourquoi? Les mbutu, hein, c'est-à-dire, donc, non. La vie marche avec des règles. Dieu même, lui-même qui a créé l'univers, ça marche avec des règles. Si, par exemple, une simple planète comme la Terre décidait de ne pas respecter son orbite, on peut mourir de froid ou de chaud en quelques minutes ou quelques secondes, tu comprends? Donc, si nous voulons nous conformer à ce qui est parfait, à savoir Dieu, nous avons intérêt à aimer les principes. Kamerhe, ma question était simple parce que j'ai vu. S'il te plaît, il me semblait que vous partez un peu. Non, je vais rester sur Kamerhe parce que nous sommes là en. Je voulais savoir si c'est vraiment. Moi j'ai 64 ans, donc je pense que j'approche d'un âge vénérable et je dois transmettre ce que j'ai appris aux plus jeunes. Ouais. Donc, Vital Kamerhe, le problème, c'est quoi? C'est que quand les soldats rwandais entrent au Congo, il était président de l'Assemblée nationale. Il dit à Joseph Kabila, c'est en 2006. Voilà, il dit, c'est pas possible. Moi, je suis président de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas faire entrer des troupes étrangères, d'autant plus que des troupes qui nous faisaient la guerre il y a quelques mois. Vous ne pouvez pas les inviter, qui viennent patrouiller dans notre pays. Ça lui a coûté ses postes. C'était une attitude patriotique de grande ampleur. Ensuite, il a manœuvré, il a fait ce qu'il a fait à Genève, en cassant la Mouka. Ça, ce n'est pas démocratique. Parce que vous allez avec des amis. Sinon, tu sais, en Afrique profonde, moi je suis un enfant de l'Afrique profonde, on insiste beaucoup sur la valeur de la parole. Mais son point de vue aujourd'hui a donné le ticket gagnant. Les tickets gagnants comment on dit, en divisant l'opposition et les tickets gagnants. Tu sais, la question c'est pour quel idéal? C'est bien de chercher le pouvoir, mais c'est pour quel idéal? Vital Kamerhe, il fait un pacte avec ses colistiers de la Mouka. Ils vont à Genève. Martin Fayulu est élu et choisi comme candidat unique de l'opposition. Non, mais lui, il se retire déjà. Oui, mais Yann. Ils n'avaient pas partagé leur avis. Non, jeu de 6. D'accord? On décide de faire un jeu. Chacun va miser, par exemple, disons $10, $10. Si tu perds, tu ne peux pas récupérer ton billet. Non, mais voilà. Or, quand Kamerhe décide d'entraîner Félix Tshisekedi dans leur aventure cash gagnante, et où il y a beaucoup de cash qui circulent, des rétrocommissions, tout ce que tu veux. OK. Quand il entraîne dans cette aventure, c'est une traîtrise, tu comprends? Moi, j'aimerais qu'on ait, dans notre classe politique, une traîtrise qui donne un ticket gagnant
une traîtrise qui accepte, étant qu'en qualité homme d'État, de ne pas divulguer les informations malgré qu'il soit humilié. Aujourd'hui, vous nous avez fait part que en 2006, il était contre Kabila. Donc c'est quelqu'un qui joue aussi pour ses idéaux. Non, c'était une tactique. C'était une tactique. Tu vois, les gens qui agressent les Congolais et qui occupent nos territoires du nord et sud Kivu, les Rwandais, il faut les citer. Il y a des gens qui disent, oui, vous parlez trop des Rwandais. Ben exactement, c'est une communication de plus, non? Non, parce que la réalité, elle est là. Connais ton ennemi, hein, et connais-toi toi-même. Ça, c'est Sun Tzu qui dit ça, le stratège chinois. Si tu connais ton ennemi, mais tu ne te connais pas, en 100 batailles, tu peux gagner la moitié, tu peux perdre la moitié. Connais-toi toi-même et méconnaître son ennemi, c'est pareil, c'est du 50-50. Si tu ne connais pas ton ennemi et tu ne te connais pas toi-même, en 1000 batailles, tu auras autant de défaites. Le problème des Congomani, c'est une méconnaissance des ennemis. Moi, j'ai été naïf, j'ai été trompé en 1998. Hein? Il y a le proverbe qui dit Baouna ou Enamé, sur ceux qui ont été trompés, ils les avaient les yeux. Mais, hein, on ne peut pas me tromper deux fois. Hein? Vous étiez trompé par qui? On a été trompé par les gens qui nous ont entraînés dans l'aventure de l'AFDEL. Hein? C'était votre engagement. Oui, mais il faut reconnaître ses erreurs. Il faut les reconnaître. Il faut les assumer, donc, je disais, les Rwandais ont cette façon de préparer les coups d'avance. Et ils ont cette manière de fabriquer des faux opposants. Hein? Un jour, je te raconterai comment... on ne va pas se terniser, bien sûr, sur les questions du Rwanda-Congolais, parce que ce sont des questions qui graissent les dents, bien sûr, on doit l'avouer, mais pour moi, je tenais qu'on parle plutôt sur le plan local. Mais nous avons évoqué des questions. On a parlé de M. Kamere. M. Kamere, aujourd'hui, au moins, il transmet. Il transmet, c'est une bonne chose. Néanmoins, ce qu'on le reconnaît est que c'est un homme humble, intelligent, un peu intègre. On a connu plus intelligent et on connaît plus intelligent que lui. Hein? Donc, vous savez, le problème de notre classe politique, les diplômes universitaires, ça ne rend pas quelqu'un intelligent. Je m'en souviens, il est passé sur nos confrères de TEF de Top Congo. Il a évoqué, s'il avait vraiment les envies, il aurait revendiqué au président Félix Tshisekedi le poste du Premier ministre. Il ne l'a pas fait. Il est passé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il a repris sa casquette de professeur. Et pourtant, c'est un élément de taille aujourd'hui pour le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il pouvait revendiquer plus. Il a été payé en monnaie de ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Félix Tshisekedi, mais vous êtes dans la politique de Machiavel, non? Pour vous, la fin justifie les moyens. Parce que si Tshisekedi avait accepté les deals, il avait respecté les deals de Nairobi, donc ce mandat, si ça devait être Vital Kamerhe. Il a mis en prison dans un premier temps pour casser ses ambitions présidentielles. Et cette fois-ci, on l'a quand même éjecté du Parlement. Bon, ça, c'est Félix Tshisekedi et sa conscience. Mais moi, Vital Kamerhe, ce n'est pas ma tasse de thé. Oui, mais au moins transmettre, vous avez 64 ans aujourd'hui. Oui. On sait qu'il n'y a pas de succès sans successeur et surtout qu'il n'y a pas de successeur sans formation. Aujourd'hui, transmettre, je pense que c'est l'un des plus grands héritages qu'il aurait laissé pour les Congolais. Oh, j'espère qu'il va leur transmettre les bonnes choses et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de Kamerhe dans cette jeune génération. Parce que le point pour moi, c'est quoi? C'est la loyauté vis-à-vis de la nation congolaise. Hein? Ok, j'ai compris. Quand Vital Kamerhe retire en Tshisekedi du groupe des opposants, il a, créé un risque. Le risque, c'était de faire gagner Chadari. Si on avait mis Olive Lembe à la place de Chadari comme candidat, vous pouvez être sûr qu'elle allait battre tous ces gens-là.
Donc, on ne va plus va revenir pas de ce qui est passé dans 2018. Mm. Aujourd'hui, nous sommes donc dans Caméréon, c'est pas ma tasse de thé. Aujourd'hui, nous sommes dans Couloir Sacré. Couloir Sacré, votre émission de décryptage politique des deux Congos, auquel nous allons scruter en détail tous les points politiques qui génèrent ou encore qui est pour le bien du peuple congolais. Monsieur Patrice Diabanza. Paris Diabanza, excusez-moi. Nous abordons là vers la fin de notre émission. Vous aurez certainement quelques points qu'on n'a pas évoqués. Vous pouvez énumérer. Alors, sur les accords de principe de Doha, on est passé un peu vite. Mais en fait, d'après ceux qui étaient là, les parties prenantes, et d'après la médiation qatari, il s'agit d'un point de départ. On l'a passé un peu vite parce qu'on pense que c'est un chou blanc. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que ça a été à Washington, aux États-Unis d'Amérique, est parti au Qatar, en Asie, et aujourd'hui, là, on sollicite un pays africain pour que ça soit traité en Afrique. Retour à l'envoyeur. On était en Angola. Exactement. Alors, moi, je pense que le président Félix Tshisekedi a commis une erreur grave en ne restant pas collé à Lourenço. Parce que l'Angola nous a déjà aidés lors de la guerre à l'époque de Musée. Nous a aidés sérieusement pour chasser les Rwandais et les Ougandais du Congo central, de Kinshasa. Rapidement, ça n'a pas pris beaucoup de semaines. L'Angola était même prêt à aller à Kin pour libérer les restes du pays. Et là, qu'est-ce qui s'était passé? Les Occidentaux avaient réveillé l'unité de Savimbi et Savimbi est arrivé à 50 km de Luanda. C'est à ce moment-là que Dos Santos, président à l'époque, a dû retirer ses bataillons pour laisser seulement quelques bataillons protéger la frontière au sud du Congo. Tu vois. L'Angola, c'est le frère bantou sur qui Félix Tshisekedi devait se fier. Mais le jour où on l'attendait à Doha, plutôt à Luanda, c'est au mois de février, je pense, février de cette année, de manière surprenante, on l'a vu à Doha avec Paul Kagame. Et là, pour nous, c'était une faute politique. Autant on salue les performances du gouvernement, autant on doit dire la vérité. Moi, je ne suis pas un Atalakou ou bien quelqu'un, comme on dit, je suis un écrivain, je suis un penseur, et je pense que je dois être une référence en termes de probité intellectuelle. Oui. Et je dis clairement ce que je pense. Félix Tshisekedi avait très mal agi. Qu'est-ce qui se passe au mois de février de cette année? Janvier, Goma tombe. Le monde entier voit les excès et les massacres. À Goma, il y a à peu près 500 ONG. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup internationaux. Donc, il y a des témoins qui ont vu. Ils ont parlé de 10 000 morts. La plupart, c'était parmi la population civile. Donc, les Européens qui soutiennent le Rwanda depuis longtemps font semblant parce qu'ils ont peur de leurs opinions publiques. Les Européens font semblant de prendre quelques mesures, quelques sanctions. Et au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a la résolution 2773 qui est votée, qui reconnaît quand même la présence des troupes rwandaises au Congo. Oui. Maintenant, sur le plan stratégique, le gouvernement congolais aurait dû laisser la population manifester sa colère dans les rues du pays, mobiliser sa diaspora pour contraindre le Conseil de sécurité à donner une suite à sa résolution. Une injonction à l'AFC Voilà. L23, Voilà. soit d'arrêter, soit de retirer, comme Voilà. se fait dernier temps. Voilà. Le président Emmanuel Macron qui a demandé la réouverture de l'aéroport de Goma. de Goma. Voilà. Quand Tshisekedi Pour un couloir humanitaire. Quand Tshisekedi va rencontrer Kagame à Doha, c'est une façon de les relancer, de le blanchir, entre guillemets. Tu comprends? Ça, ce sont des fautes politiques et de fond, c'est des mondes qui conseillent les présidents. Comment il peut commettre ces genres de fautes? Dernièrement, il va à Washington, il plaide pour la reconnaissance d'un génocide congolais. Il se retrouve avec Kagame à Bruxelles, il demande la suspension c'est Kagame qui doit demander la suspension
comment dire, des sanctions contre le Non, mais Rwanda. à Bruxelles, il a dit qu'il n'a jamais tenu des langages belliqueux à l'endroit du président rwandais ni au Rwanda. Bon, ça, c'était sa démarche pour que l'Est essaye de recouvrer la paix, car c'est lui qui est quasiment le garant de la nation, parce que la vie des Congolais également, c'est lui qui les Congolais ont donné le mandat de leur gérer. Et tout justement, comme tu l'as dit, hein, il doit avoir conscience que à un certain niveau de responsabilité, les erreurs se paient cash, tu vois. Donc, le président Tshisekedi doit être très bien conseillé et sa stratégie de croire que la paix tombe du ciel comme la manne, c'est une erreur. La paix se gagne. Il doit réformer l'armée. Il doit, comment dire, mettre l'éthique dans la gouvernance. On commence à voir des petits signaux avec le Front congolais. Il faut qu'il aille dans ce sens-là. Mais sans réforme de l'armée, sans victoire militaire, il n'y aura jamais de paix juste au Congo, hélas. Merci, Monsieur Paris-Sidi Banza. C'est par vos propos que nous allons clore cette première édition de Couloir Sacré. Couloir Sacré, c'est votre émission qui passera sur Kassima TV. Kassima TV, c'est une chaîne en ligne. Abonnez-vous sur YouTube, ainsi de suite. Suivez-nous sur les Facebook et bonne soirée.